Coucou, me revoilà pour un nouveau vlog. Alors celui-ci il est un peu particulier parce que en fait je m'apprête à partir à Vipassana. Ça fait quelques épisodes que je vous en parle. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vlogger à Vipassana, ce n'est absolument pas possible dans tous les cas parce que quand tu arrives là-bas tu donnes ton téléphone à l'entrée et ciao pendant 10 jours. Donc je vais pas du tout pouvoir vlogger pendant cette période, c'est pas du tout le but. Mais je sais qu'à mon retour, j'aurai des choses à vous partager. Et je pense que j'avais envie d'immortaliser aussi le mindset dans lequel j'étais avant de partir. Voilà, un peu en introduction, c'est aussi beaucoup pour moi, hein. Tous ces vlogs que je fais, c'est aussi des souvenirs. Donc j'avais envie de commencer par là. Je pars dans quelques heures. Là, je suis un peu en PLS parce que Pierre vient de partir avec Tequila. Ils partent pour quelques jours en week-end avec un copain. Donc c'est cool aussi pour eux parce que sinon 10 jours, c'est vrai que de séparation, ça peut être un peu long. Mais c'est vrai que là, je viens de dire au revoir, donc si j'ai les yeux qui brillent un peu, c'est normal. On n'a jamais été séparés aussi longtemps sans pouvoir se donner de nouvelles. On a déjà fait par exemple 3 semaines de vacances où je suis partie sans lui, mais bon, on pouvait se téléphoner, s'envoyer des messages, etc. Là, j'ai pas de téléphone. Et l'année dernière, parce que oui, donc si vous n'avez pas suivi, j'ai déjà fait Vipassana l'année passée, en avril dernier, mais mon mec était venu avec moi, et même si du coup, les hommes et les femmes étaient séparés, on était dans la même structure, on se voyait de loin dans la salle de méditation, le fait de savoir qu'il était là, qu'on n'était pas loin et qu'on était dans le même bateau, c'était quand même assez différent, et on n'avait pas Tequila à l'époque. Donc là, j'expérimente ce que ça fait de laisser son enfant voilà, derrière soi pendant une dizaine de jours. Et j'avoue que ça fait un peu mal au cœur. Et j'espère qu'elle m'en voudra pas et qu'elle m'aimera encore quand j'en rentrerai. Voilà. Donc là, je suis en train de terminer mes petites affaires. J'ai pas 1000 choses à emmener, hein, parce que là-bas, dans tous les cas, tu n'as rien vraiment besoin à part des fringues. D'ailleurs, sachez que globalement, je vais être habillée comme ça pendant une dizaine de jours, parce que de toute façon c'est pas le festival du style Vipassana et t'es tout le temps un peu habillé pareil parce que tu es juste en train de méditer 10 heures par jour, donc tu n'as pas besoin, enfin vaut mieux être confortable quoi. Ça c'est la polaire de Pierre, donc j'aurais un petit peu l'impression d'être avec lui. Et bref, donc je suis en train de finaliser mes affaires. J'aimerais bien me faire un dernier petit exercice d'astro avant de partir, parce que j'ai des exercices à rendre et j'avoue j'ai pour objectif de finaliser ça. Je viens de sortir un épisode de podcast sur Lilith et c'est challengeant aussi pour moi là de partir 10 jours en éteignant mon téléphone parce que cet épisode, il a été assez intense. Si vous l'écoutez, vous allez comprendre pourquoi il s'est passé plein de choses. Bon, je spoil un peu, mais en gros, j'ai eu une migraine ophtalmique qui s'est déclenchée, donc j'étais à plus de la moitié de l'épisode et j'ai décidé de continuer alors que je voyais des flashs blancs. C'était un peu l'enfer. Mais surtout, à la fin, j'ai parlé du transit de Lilith que j'avais expérimenté ces derniers mois et ça m'a fait pleurer. Voilà. J'aurais jamais pensé pleurer un jour sur le podcast, mais voilà. C'est un peu challengeant, je me mets un peu à poil quand même parce que je parle de choses qui sont sensibles. Donc voilà, c'est sûr que de partir pile au jour où je publie cet épisode en me disant bon, j'espère que ça sera bien reçu. Et voilà, c'est un peu challengeant. J'ai même pas expliqué ce que c'est Vipassana si vous connaissez pas. Moi, j'ai fait un premier épisode sur l'année passée de ce que j'avais fait. En gros, c'est une retraite de méditation où tu es en silence pendant 10 jours. Tu n'as pas le droit d'écrire, tu n'as pas le droit d'avoir d'input, de lire, enfin voilà, vraiment rien ne doit t'occuper, si ce n'est la méditation. T'as 10 heures de méditation par jour, donc tu te lèves à 4h du matin, tu commences à méditer à 4h30 et ce, jusqu'au soir, avec des pauses bien sûr, mais enfin voilà quoi, c'est quand même très orienté méditation. Et moi, j'y vais pour servir. C'est-à-dire que l'année dernière, j'y étais pour faire les 10 heures de méditation par jour. Là, je vais faire 3 heures de méditation par jour. Et le reste du temps, je vais faire à manger, faire le ménage peut-être, enfin voilà, faire en sorte que le lieu soit bien pour tout le monde, pour que les gens puissent méditer tranquillement. Donc c'est pas la même démarche. Je sais pas à quel point on a le droit de parler aux autres, enfin pas aux méditants du coup, mais aux autres servants. Oui, on s'appelle des servants, ça fait très servante écarlate, mais c'est pas vraiment la même chose. Et donc voilà, je vais découvrir tout ça cet après-midi. Voilà, je vais me faire un petit tirage pour voir un petit peu quel est le mood de ce Vipassana. Et puis il va être temps d'y aller quoi. Mais je suis contente. Je m'étais inscrite en février à un moment où j'étais un peu en mode waouh, là ça fait beaucoup sur le début de l'année, etc. Je sens que j'ai besoin de partir, m'isoler à un endroit. Et en fait je me suis dit super, Vipassana. Au début je voulais le faire, recommencer à être méditante, voilà le whole package. Et après en fait j'ai vu qu'il n'y avait aucune date qui coïncidait à part pour venir servir. Et en fait, c'est fou parce que donc l'année dernière en partant, je m'étais dit ok, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de servir cette fois-ci pour rendre ce qui m'a été donné. Et surtout, j'ai réalisé, j'ai lu un livre sur les nœuds lunaires, le nœud sud
C'était nœud sud en Gémeaux, non c'était nœud sud en maison 12, parce que donc on peut regarder le nœud sud en signe et en maison. Il y avait littéralement marqué, le piège c'est de partir s'isoler pour fuir la réalité, donc les lieux de méditation sont à fuir. J'étais là genre, oh my god, c'est exactement ce que je suis en train de faire, je suis en train de vouloir fuir la réalité, donc je suis en train de vouloir partir à Vipassana. Sauf que moi mon nœud nord il est en maison 6, et la maison 6 c'est la maison du service. Donc là j'y vais, non pas déjà pour fuir, j'ai fait un travail, là j'ai rien à fuir, tout va bien, mais pour servir les autres, et du coup je réponds à mon nœud nord en maison 6, donc c'est super, je suis ravie. Voilà, donc bref, petit moment tarot, et puis après, je prépare. Il faut savoir que du coup, cette retraite, elle se passe pile au moment où Uranus vient de rentrer au contact de mon nœud sud, donc c'est une planète très lente, c'est un transit assez... Enfin, je suis très contente de l'expérimenter. Et donc, en gros, Uranus qui est le réveil, la libération soudaine, le fait de se libérer de manière radicale, etc. Le fait qu'il soit sur mon nœud sud, je crois beaucoup au fait que ça va m'aider à me détacher de schémas qui ne me conviennent plus et que je dois laisser derrière moi pour pouvoir aller vers mon nœud nord. Donc je suis assez excitée. Ça se passe en maison 12, donc c'est plutôt... Je fais n'importe quoi avec mes cartes. Elles sont retournées, je sais pas pourquoi. Ah ouais putain, quand je rentrerai, faudrait que je vous raconte. Il s'est passé des trucs aussi dernièrement. J'ai pas vlogué, mais il s'est passé des trucs. Je suis en train de galérer de ouf. Attendez, je trie mes cartes 2 secondes. Oui, donc je disais, c'est en maison 12, donc il y a moyen que ça soit très inconscient et que je le conscientise pas, enfin que je n'ai pas forcément conscience de tout ce qui se passe, mais je pense, enfin vraiment, Uranus sur le nœud sud en maison 12, vraiment pour moi ça me parle, je dois aller à Vipassana pour libérer plein de choses. Voilà, c'est ma théorie. Et après l'idée c'est de plus forcément y retourner puisque je n'aurai plus besoin, ou alors faudrait que j'y aille toujours pour servir quoi. Je vais se faire, si je kiffe. Je vais faire 3 cartes, je vais faire... Une carte, ce que Vipassana va m'apporter. Une carte, le challenge. Une carte, la clé. Et en d'autres decks, je regarderai le truc sur lequel je dois méditer, mais qui me saute pas aux yeux. Ce que Vipassana va m'apporter, le challenge, la clé. Le d'autres deck, ça sera pour plus tard. Oh là. Oh. Ok. Waouh. D'accord, intéressant. J'ai le 2 d'épée sur ce que Vipassana va m'apporter. C'est une carte où on voit que la personne, elle est... Donc on est dans l'épée, hein, c'est le mental en fait. Donc c'est pas très étonnant pour une retraite de méditation. C'est une fille qui se bat un peu contre ses propres pensées, qui l'attaquent en fait, tout simplement. Donc c'est beaucoup la prison mentale hein, finalement. C'est une carte où elle a les yeux fermés. Donc j'aime à croire que c'est aussi une carte qui parle un petit peu à un moment donné de lâcher le mental pour se connecter à son intuition. Après, on est dans le 2. Le 2, c'est la dualité. Au-delà du bruit mental, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup sur une décision. Enfin voilà, c'est vraiment le fait, cette carte, elle parle de faire... de prendre une décision, non pas avec le mental, la pensée, mais avec l'intuition. Donc peut-être que ce que Vipassana va me permettre de faire, c'est de connecter plus avec mon intuition, et peut-être aussi que ça va me permettre de venir prendre une décision importante. Ensuite, en challenge, j'ai le soleil. Alors c'est intéressant de l'avoir ici. J'avoue, j'aurais préféré que je l'aie dans la première position. Mais on ne choisit pas. Donc c'est une arcane majeure et c'est une carte qui vient pour le coup parler beaucoup de joie, d'optimisme, d'une sorte de liberté et de libération. Au niveau du challenge, de manière littérale, il va pas forcément faire très beau dans les prochains jours. Peut-être que c'est quelque chose du genre, effectivement, je vais pas réussir à être vraiment dans le fait de me sentir bien et de me sentir en joie. Ou alors ça vient... éclairer, puisque le soleil c'est quand même un luminaire, donc ça va venir éclairer des choses qui font que je vais me sentir pas forcément méga bien. À voir. Et ensuite, la clé, j'ai le magicien, donc c'est aussi une arcane majeure. Et c'est une carte qui parle d'avoir toutes les clés en soi, en fait, d'avoir vraiment tous les outils, tous les atouts dont on a besoin, en fait, pour s'épanouir. Donc j'aurais tendance à dire qu'en fait, justement, il y a un moment donné où il va falloir que je plonge en moi et que je trouve mes propres ressources pour m'en sortir, ce qui est dans tous les cas est le cas avec Vipassana, puisque tu ne peux compter que sur toi, en fait, pour sortir des situations dans lesquelles ton ego te met. C'est-à-dire que si tu te sens triste, il n'y a que toi qui peux te sortir de ta tristesse. Tu peux pas aller déverser ta tristesse ou ta colère ou que sais-je auprès d'un proche. T'es obligé en fait de revenir à toi. Ce que j'aime bien pour le coup, c'est qu'il est en position de méditant et c'est intéressant parce qu'il y a un mouvement qui se fait, qui est le signe de l'infini, mais qui part de ses mains. Vipassana, c'est très connecté à venir observer ses sensations. Et donc parfois on peut ressentir des picotements dans les mains, partout dans le corps, etc. À la fin, moi, de la méditation, d'une des méditations que j'avais faites l'année dernière, j'avais l'impression d'être une boule
Francisco. Donc ça me parle. Bon, le challenge avec le soleil, il faudra voir lequel c'est, mais le magicien me dit que dans tous les cas, c'est quelque chose que je dois expérimenter. Avec le soleil, si j'utilise la clé, il y avait vraiment moyen de faire du challenge quelque chose de profondément épanouissant pour moi, quoi. Bon, ça me parle. Et une carte sur laquelle méditer, le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est une carte qui parle de vitesse en fait, de mouvement, de tout va trop vite, etc. C'est une carte qui me parle parce qu'il y a quelques temps dans un tirage, je l'avais sorti sur le moment où justement j'avais l'impression que tout allait trop vite, tout s'accélère, j'en avais parlé dans un vlog. Et donc il y a vraiment cette notion de ralentir. Alors je pars à Vipassana, je vais pas avoir le choix de ralentir puisque dans tous les cas tout va être à l'arrêt. Tout dans mon activité professionnelle, tout dans ma vie personnelle, amoureuse, etc., familiale, est à l'arrêt. Donc j'ai pas le choix en fait que de ralentir. Et peut-être que du coup la chose sur laquelle je dois méditer, c'est comment réussir du coup à rester dans une sorte de lenteur et de rythme en fait qui me fait du bien, comme j'ai pu l'expérimenter avec la saison du taureau dont j'ai parlé dans le dernier épisode. Comment je fais en fait pour trouver un rythme qui m'épanouit. Et ça, Vipassana, c'est vraiment le meilleur endroit pour effectivement découvrir ça, parce que tu ralentis. Et c'est tellement riche ce que tu obtiens quand tu ralentis que méditer sur cette carte, ça me va très bien. Trop bien, ok. Et ben, advienne que pourra, je ferai un petit débrief quand je reviendrai. Ça y est, c'est l'heure de partir. Je vais aller prendre mon petit métro et je vais prendre la navette du coup qui est à Porte d'Orléans. Je me rappelle l'année dernière, c'était assez marrant d'arriver et de découvrir un peu les gens qui on allait passer du jour, quoi. J'ai un style, les gars, qui ne ressemble à rien. Mais bon, c'est le jeu. Je suis en train de me dire, imagine, pendant les 10 jours, il y a un confinement qui est annoncé à cause de la nouvelle pandémie qui est en train de se développer. Et genre dans 10 jours, en fait, on me dit, tu peux pas rentrer chez toi, t'es confiné. T'es confiné là-bas. Ça serait vraiment terrible. Voilà, c'est à ça que je suis en train de penser. J'approche de la navette. Et me revoilà. Bon, je suis rentrée il y a quelques jours, pour tout vous dire. On est mercredi 27. La meuf est perdue dans le temps. Ce mois de mai est passé à une allure complètement folle, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu pars déjà 12 jours dans un endroit où tu ne sais pas quelle date on est... C'est ouf. Et donc je suis rentrée dimanche. J'ai pris le temps de tranquillement reprendre mes marques, retrouver mon mari, mon petit chien, reprendre les consultations tranquillement, envoyer ma newsletter, faire tout ça, etc. Je voulais pas tout de suite me relancer dans le vlog. Je voulais aussi prendre le temps de digérer un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi pendant cette retraite pour pouvoir vous faire un retour, un témoignage le plus juste possible et le plus quand même avoir un peu de recul, quoi. Donc voilà, ça fait trop du bien d'être sortie. En plus, on est ça y est, c'est l'été, on a l'impression, bon, c'est limite trop, il y a un peu, c'est la canicule, quoi. Mais ça fait trop plaisir. J'ai l'impression, de toute façon, c'était un petit peu comme ça que je l'avais perçu, c'est sur le début de l'année, c'est intense. Après, j'ai cette retraite, ça marquera genre un point de bascule avec, du coup, un moment où l'énergie sera plus légère. Et ça y est, on est en saison du Gémeaux, il fait beau, j'ai plein de trucs trop cool de prévus là sur les prochains week-ends, les prochaines semaines, etc. Et donc du coup, c'est juste une période qui s'annonce trop cool. J'ai un peu mangé mon pain noir, voilà, même s'il était pas si noir, en vrai c'était dur, mais c'était pas non plus si... franchement, j'en ai quand même moins chié que la première année. Je vais tout vous expliquer, je vais me caler dans la chambre, je pense, parce que Pierre va revenir, il va se remettre à travailler et je vais peut-être pas être en train de juste à côté. Je me fais un petit caf et je me pose pour vous raconter. Voilà, je vais me mettre là. J'aime bien ce point de vue, c'est un peu, j'ai l'impression de faire une soirée pyjama avec vous. À part qu'il est 15h, et ce serait vraiment très bizarre de faire ça. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un peu cosy, quoi, c'est un peu intimiste. Déjà, je suis trop contente de pouvoir vous faire cet épisode feedback. C'est marrant parce que, c'est un compte d'astrologie, moi, à la base, que j'ai, donc je m'attendais pas forcément non plus à ce que Vipassana, ça intéresse spécialement des gens. Mais quand j'ai mis la boîte à questions, alors j'ai pas eu énormément de questions précises, j'ai plus eu plein de gens qui m'ont dit, raconte-nous tout. Donc j'ai trouvé ça trop chou. J'ai eu quand même quelques questions auxquelles je vais répondre un petit peu au fil de l'eau. Mais globalement, sinon, vous aviez l'air hyper curieux, en fait, de juste en savoir plus sur cette expérience. Et aussi, merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages trop mignons en me disant que je leur avais trop manqué, que c'était bizarre de pas me voir pendant 10 jours. Enfin voilà, c'était marrant comme... parce qu'il y en a certains qui me disent tu vas trouver ça bizarre parce que on se connaît pas vraiment, etc. Et en fait, je trouve pas ça bizarre, je trouve ça juste trop mignon parce que ça veut dire que même si c'est du virtuel, ça veut dire que vous aimez bien me suivre et que dans votre vie j'ai une petite place quand même, mine de rien. Donc franchement, merci pour vos mots, ça fait trop plaisir. Faut savoir que couper son téléphone pendant autant de temps, alors ça fait un bien de malade, hein, je recommande
recommande chaudement. On est vraiment beaucoup trop accro à ces engins. Et d'ailleurs, le moment où on a pu récupérer nos téléphones, il y en avait vraiment qui étaient là en mode dès le début à vouloir les récupérer. Moi, j'ai mis du temps à vouloir le rallumer, etc. J'aimais bien être dans cette petite bulle un petit peu de déconnexion, mais découvrir tous vos messages, voir vos commentaires aussi sous ma vidéo de l'élite dont j'avais parlé juste avant en disant que j'avais été un peu vulnérable et que j'avais un peu peur des réactions. Voir vraiment le flot d'amour, c'est ouf, et je conscientise à quel point j'ai de la chance de vous avoir. Et donc merci, vraiment merci pour votre intérêt, merci de me suivre, et je suis trop contente de vous retrouver. Alors comment raconter cette aventure qui est quand même une aventure de 10 jours, même si à la fois il se passe à rien dans le sens où t'es au même endroit, tu fais les mêmes journées un peu tout le temps, c'est le même planning, etc. Il se passe quand même beaucoup de choses. C'est très méta en fait ce qui se passe, parce que c'est beaucoup de travail en fait sur un travail intérieur en fait finalement. Changement de perception de soi, des autres, de venir digérer certaines choses, de changer son comportement par rapport à certaines situations. Et donc il y a beaucoup de prise de conscience, et c'était une aventure vraiment très très belle, très différente de celle que j'ai vécue l'année passée. Il me semble que je l'ai expliqué du coup au début de ce vlog, mais en même temps c'était il y a 15 jours que j'ai tourné cette vidéo, enfin le début, donc je me rappelle plus exactement ce que je vous ai dit, mais il me semble que je vous avais expliqué que voilà, Vipassana c'est une retraite de méditation de 10 jours où pendant 10 heures par jour on médite, on apprend une technique de méditation qui est hyper intéressante à bien découvrir. Je vous réexpliquerai quand même dans cette conversation. La meuf est en train de prendre un café avec ses potes. Je vous réexpliquerai quand même du coup les principes de la méditation un peu plus tard. Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode où je raconte mon expérience, la première expérience de Vipassana, je vous mets le lien en description. Comme ça vous permettra de peut-être mieux plonger déjà dans cet univers-là. Parce que là du coup ce que j'ai fait c'était un service. Il faut savoir que pour faire un service il faut s'être assis au moins une fois. Donc s'être assis égale avoir fait les 10 jours de méditation. Et une fois que tu as fait ça, tu peux aller servir des cours soit de 10 jours, soit des plus courts. Il y a des cours de 3 jours, des cours d'1 jour, des cours de 8 jours, des cours de 20 jours, de 45 jours. Oui, il y a des gens qui font des cours de 45 jours. Moi je savais pas, moi je pensais qu'on pouvait servir que des cours de 10 jours, donc je me suis pas posé de questions, je suis allée là-bas. Et voilà, mais de toute façon je pense que tout était très juste dans ces questions de timing. Je pense qu'il fallait que je sois là-bas à ce moment-là. Ça s'est intégré parfaitement dans mon emploi du temps. Et c'est venu m'apporter exactement ce dont j'avais besoin en fait, pile à ce moment-là en fait de ma vie. Donc je crois qu'il y a vraiment jamais de hasard dans ce qu'on expérimente en ce bas monde. Et alors du coup, c'était très différent de ce que j'ai vécu lors de ma première expérience, et donc de ce aussi à quoi je m'attendais. Je m'attendais à rien entre guillemets. J'avais pas trop regardé ce que c'était un service. Alors bien sûr je savais ce que c'était de servir, je suis pas la meuf qui part à l'aveugle, etc. Quand j'avais fait la retraite l'année dernière, on avait rencontré les servants. À la fin tu peux parler avec les gens, etc. J'avais un peu parlé avec des personnes, notamment une fille qui s'est retrouvée dans mon équipe cette année pendant le service. Et donc je savais juste pas, effectivement, je pense que j'en avais parlé, à quel point on avait le droit de parler, ce qui se passait, etc. Parce que normalement Vipassana, donc t'es en silence pendant 10 jours, t'es vraiment face à toi-même. Et là, pendant le service, il s'avère que tu peux quand même parler. Et en fait, ça fait partie, c'est ça en fait, aussi le jeu du service, c'est que tu sers déjà pour permettre aux méditants d'être dans un cadre où ils sont sur leur méditation, ils n'ont pas à se soucier de préparer à manger, faire le ménage, eux ils sont là pour bosser vraiment les 10 heures de méditation par jour en étant face à eux-mêmes et en n'ayant aucune autre charge mentale. Et les servants, du coup, voilà, c'est à ça qu'on sert, c'est à venir en fait gérer toute l'intendance, être en coulisses. Clairement, j'étais dans les backstage de Vipassana, et être vraiment ces petites mains invisibles qui permettent que tout se passe bien. Mais nous, on bosse aussi. C'est pas on bosse juste de manière littérale, faire à manger, faire le ménage, etc. On bosse sur nous-mêmes. Parce que pendant que tu fais le service, tu dois adapter ton comportement aux préceptes de Vipassana, c'est-à-dire d'apprendre en fait à maintenir l'équanimité. Donc ça, c'est un terme dont j'avais beaucoup parlé dans l'épisode où j'avais parlé de Vipassana, parce que l'équanimité, c'est la base en fait à Vipassana. En fait, pour vous expliquer, quand tu fais une méditation avec la technique de Vipassana, ce que tu vas faire, c'est d'apprendre à observer ton corps. En fait, notre corps, à chaque instant, on a l'impression que c'est solide, qu'il se passe rien, etc. Mais la réalité, c'est que tout est en mouvement en permanence. Et donc, quand tu médites, donc ça prend du temps d'acquérir cette technique. Au début, tu commences uniquement par regarder cette petite zone, puis petit à petit, t'élargis. Puis en fait, à la fin, t'es en capacité d'observer que chacune des parcelles de ton corps, elle vibre, elle pulse, elle picote. Il se passe des choses. C'est en mouvement, en fait. Donc ça t'apprend déjà aussi le principe de l'impermanence. Il y a pas mal de choses qui viennent avec ça. Je reviendrai un peu plus tard dessus. Mais c'est surtout qu'en fait, ça t'apprend à venir observer
observer tes sensations. Et la résultante de ça, c'est de se dire que à chaque fois qu'on a une émotion, de la colère, de la joie, de la tristesse, etc., ça part d'une sensation dans notre corps. Donc par exemple, et je l'illustrerai très bien avec un exemple de ce qui m'est arrivé là-bas plus tard. Parfois, quand on est en colère, en fait, si on s'observe, on sent qu'il y a une boule dans notre ventre ou il y a une pression dans notre poitrine. Ça dépend, hein, chacun a ses propres sensations. Mais ça part d'une sensation. Et si, au lieu de réagir, d'être dans la réactivité de je suis en colère, donc je m'énerve, etc., on step back et on observe cette sensation-là, on peut venir et la laisser passer en fait sans venir réagir. Et en fait, c'est ça du coup faire un service, c'est être confronté, mine de rien, à des situations qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, mais en étant comme dans un espèce de laboratoire, parce que quand tu apprends Vipassana la première année, tu fais ton assise, tu t'apprends tous ces concepts-là, etc. Et t'es là, oui, effectivement, je ressens des sensations, je peux observer mes émotions et en fait, je les digère, etc. Sauf que quand tu retournes dans ta vie de tous les jours et que tu retournes au taf, que tu retournes dans la rue, surtout si t'habites à Paris, et que t'as des interactions avec les gens, sur le moment, tous ces préceptes-là, ça dépend évidemment du caractère de chacun, mais moi, personnellement, je suis quelqu'un de très impulsif et je peux vous dire que j'ai pas réussi à tenir très longtemps la distance, de venir observer ma colère au lieu de la laisser sortir quand j'avais une interaction compliquée avec quelqu'un. Notamment, par exemple, je fais du vélo à Paris. Faire du vélo à Paris, c'est risquer sa vie tous les jours. En vrai, no joke, il y a malheureusement des gens qui décèdent parce que les gens font juste n'importe quoi. Et les cyclistes, et les gens qui conduisent, et les piétons. Enfin, franchement, voilà. Ça demande de travailler son self-control, chose que je n'arrive pas à faire. Ça m'a déjà mis dans des situations pas ouf. Où j'ai des altercations avec des gens et les gens sont violents. donc dans ces moments-là, tu te dis peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à regarder mes sensations avant de me prendre une droite, clairement. Voilà, mais donc tout ça pour dire que quand tu sors de Vipassana la première fois, t'as beau avoir toute la bonne volonté du monde et comprendre en fait comment ça fonctionne, c'est violent ce que tu te prends dans le monde extérieur. Et là, en fait, le fait de servir, c'est comme si tu avais la possibilité de venir appliquer tous ces concepts-là dans un espace qui est restreint, avec une équipe qui est plus petite et qui elle-même est consciente des préceptes et qui elle-même, du coup, travaille sur elle. Donc ça permet de créer un terrain fertile pour venir, en fait, mettre en application tout ça de manière plus... on va dire que c'est le bac à sable avant de retourner dans la vraie vie, mais au moins tu t'es entraîné sur le terrain et donc quand tu reviens dans la vie, c'est plus facile à mettre en place. Bon, là, ça fait même pas une semaine que je suis rentrée. Pour le moment, je suis toujours dans mon état d'équanimité, j'observe, je réagis pas, tout me passe dessus et ça fait trop plaisir. Je sais que ça va être quelque chose qui va être plus difficile à tenir sur la distance, mais j'ai l'impression d'avoir compris les choses et le moyen de maintenir du coup tout ça, c'est de continuer la méditation. Donc voilà, à Vipassana, en gros, on te dit que pour maintenir cet état-là, il faut méditer 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et je pense que ça, c'est quelque chose où en fait beaucoup de gens en sortant de là se disent je ne pourrais pas faire ça, donc en fait j'arrête et donc en fait tant pis, tu vois. Moi, je sais que je peux pas faire ça 2 heures par jour pour le moment. Par contre, je peux méditer 1 heure par jour le matin et c'est ce que je fais du coup les matins maintenant. Je vais promener Tequila pendant 1 heure et ensuite je médite pendant 1 heure et je vais voir combien de temps je tiens comme ça. J'espère longtemps. Eux, ils recommandent déjà de le faire pendant 1 an et ensuite de refaire éventuellement un service, etc. Enfin, ou une assise, enfin voilà. Mais pour entretenir la pratique, si j'arrive déjà à tenir 1 an, c'est gagné quoi. Ça veut dire qu'après ça devient vraiment une habitude et t'en as vraiment besoin et tu comprends que c'est pas 1 heure de perdu, mais c'est 1 heure où en fait tu travailles sur toi, t'as des meilleures réactions dans la journée, t'es plus concentré. Enfin, les bienfaits de la méditation, franchement, de toute manière, ce ne sont pas à discuter. C'est fou à quel point effectivement prendre du temps pour juste se recentrer, ça aide énormément. J'essaye de pas partir dans tous les sens parce que j'ai tellement de choses que j'ai envie de raconter, mais je vais essayer d'être structurée quand même malgré tout. Donc déjà, j'ai eu une question de quelqu'un qui m'a demandé « T'as fait ça où ?» On va peut-être commencer par là. Donc, il faut savoir qu'il y a des centres Vipassana partout dans le monde. C'est quelque chose qui, à la base, vient de Birmanie et le gros centre aujourd'hui, enfin le gros de l'élan de ce mouvement, il est en Inde. Et à la base, d'ailleurs, quand on avait découvert Vipassana avec mon mec, on avait voulu aller en Inde pour le faire. En fait, en rentrant en France de notre grand voyage, un ami nous a juste dit « Mais vous savez, les gars, qu'il y a un centre à 1h30 de Paris ?»
Et donc, on est parti le faire là-bas. Donc, ça s'appelle Damamaï. Je mets le lien en description. Et il y a un nouveau centre qui est en train d'ouvrir aussi, dans le sud de la France, plutôt vers les Pyrénées. Et à partir de cet été, du coup, il sera ouvert. Donc voilà. Mais il faut savoir que le centre à côté de Paris, il est déjà énorme. Il peut accueillir 120 méditants. Et puis après, il y a les servants. On était une quinzaine, vingtaine. Et tous les gens qui sont là-bas à long terme. Parce que oui, il y a des gens qui sont là-bas pour 3, 6 mois, 1 an, plusieurs années. Enfin, il y a des gens vraiment, ils sont là-bas, ils sont trop heureux parce qu'en fait, c'est assez ouf comme environnement. Et ils sont pas du tout coupés du monde, pour le coup, ils ont leur téléphone et ils font leur vie, ils sortent du centre, ils vont régulièrement reconnecter avec la réalité. Mais en tout cas, voilà, ils ont trouvé là-bas un espace où ils se sentent bien et donc ils restent, ils aident et puis voilà, ils sont dans ce petit écosystème-là. Je rappelle que c'est sur donation libre, c'est gratuit en fait de participer. Tu peux y aller, tu peux repartir et ne rien donner. C'est juste qu'en fait, on te sensibilise au fait que si ça t'a fait du bien, tu peux donner le montant qui te paraît juste en fait pour permettre à d'autres personnes de venir recevoir le cours. Jamais on te dit combien ça coûte d'avoir une personne pendant 10 jours, que ce soit au niveau de la nourriture, de l'entretien des infrastructures. L'argent que tu donnes, c'est pour financer la nourriture, les travaux, l'entretien de l'infrastructure, etc. Mais on te dit jamais combien ça coûte. Et tu donnes en fait, si tu le souhaites, à la hauteur de tes moyens en fait tout simplement et de ce que tu estimes être juste. Donc je vais essayer de retracer par le début. Donc moi je suis arrivée là-bas, donc j'ai pris ma petite navette comme vous aviez vu. Et donc là c'est un peu l'aventure. L'aventure, je retourne à un endroit où j'étais déjà allée, donc genre voilà. Mais j'étais trop contente de partir faire ce petit truc tout seul. Je pense que j'avais besoin de me prouver que je pouvais partir faire quelque chose. Ça fait longtemps qu'on est ensemble avec mon mec, on fait beaucoup de choses à deux et on est trop épanouis dans ce qu'on fait tous les deux, mais on aime aussi beaucoup avoir nos parts de liberté. Donc là c'était ma petite aventure personnelle. Je suis montée dans cette navette, je suis arrivée là-bas et directement je suis allée du coup en cuisine où on m'a dit que j'allais retrouver les autres servants. Et donc en fait quand je suis arrivée rapidement, on a fait une réunion avec les autres servants. Donc on était 9 femmes, 7 hommes, un truc comme ça. Et il faut savoir que normalement, donc à Vipassana, les hommes sont séparés des femmes. C'est le même bâtiment, mais c'est coupé en deux. Et on se retrouve seulement avec les hommes en mix, quoi, dans le hall de méditation, mais en sachant qu'il y a les 60 hommes qui sont assis à gauche, les 60 femmes sont assises à droite, et jamais t'as d'interaction. Déjà, t'es en silence, donc même avec les personnes du même genre, t'as pas d'interaction, mais jamais encore moins avec l'autre sexe. Et là, par contre, en cuisine, quand tu sers, t'es mélangé les hommes et les femmes. Alors jamais pour manger, les hommes mangent dans le réfectoire et les femmes de leur côté aussi, mais sinon effectivement on travaille ensemble et on a le droit de parler. Ça c'est un peu une de mes interrogations, mais en même temps je vois pas comment on aurait pu s'organiser pour faire tout ce qu'on devait faire si on n'avait pas le droit à la parole. Ça aurait été très compliqué. Et de toute manière, en fait, justement, c'est ça que tu comprends, c'est que justement parce qu'on va avoir des interactions, parce que justement on a le droit à la parole, il va falloir travailler sur nous. À Vipassana, t'as le noble silence, c'est-à-dire de respecter normalement le fait de pas parler, pas regarder les autres, être vraiment dans ta bulle. Là, nous, on n'avait pas le noble silence, on avait la noble parole. Ça veut dire qu'il faut faire attention à avoir des paroles justes, des paroles vraies. Donc on ne ment pas, on n'exagère pas, on ne dit pas de choses qui portent atteinte à quelqu'un. Enfin, on est vraiment sur cette notion de justesse de la parole. Et ça, d'ailleurs, j'en ai parlé dans ma dernière newsletter sur justement l'énergie du Gémeaux, parce que c'est vrai que parfois on se rend pas compte, mais parfois on exagère, on raconte, on arrange des vérités, etc. Ça peut ne pas faire de mal, mais parfois c'est vrai que et c'est mieux d'avoir une parole juste, c'est tout. Que ta parole soit impeccable. Si vous avez lu les accords Toltec, vous savez qu'une parole juste, c'est une parole qui ne fait ni de mal à l'un ni de mal à l'autre. On peut se blesser nous-mêmes avec notre propre parole. Moi, parfois, j'ai tendance à me dire, oh là, mais qu'est-ce que je suis con, etc. Enfin, des choses comme ça. Même ça, non. Quand on est à Vipassana, juste la parole, c'est quelque chose qui doit être juste. Donc très rapidement on s'est réunis avec tous les servants et on a dispatché les rôles. La majorité des personnes elles sont en cuisine, mais il y a différents postes dans la cuisine et il y avait une personne qui devait faire le ménage. Moi j'avoue j'avais un peu la flemme de faire le ménage, c'est pas forcément quelque chose qui me fait kiffer, j'avais bien envie d'être en cuisine. En fait quand je suis arrivée là-bas, directement comme j'étais un peu en avance par rapport aux autres apparemment, une des personnes qui était en long terme m'a montré comment on faisait. En fait, à ce moment-là, il fallait commencer à peser les aliments pour le repas du lendemain. Donc, il m'a emmené dans la réserve et il m'a montré que, il y avait le listing des recettes et que chaque jour, il y avait une personne qui devait
peser tous les aliments, que ce soit les aliments frais et les aliments secs, pour que ensuite le lendemain la cuisine puisse les préparer. T'as la légumerie qui s'occupe de la découpe et ensuite t'as ceux qui sont au plat chaud qui réchauffent tout ça, etc. Et puis après t'as ceux qui font le service, qui amènent les plats dans le réfectoire, qui servent, desservent, etc. Donc moi il me montre comment ça fonctionne et directement on me dit bon bah voilà, c'est quand même un poste un peu à responsabilité, dans le sens où faut pas se tromper dans les quantités, faut faire attention à ce que tout le monde ait suffisamment à manger, et il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de gaspillage alimentaire. Donc il faut faire attention, il faut faire des calculs, etc., etc. Et donc on me dit bah maintenant que tu sais faire, a priori ça sera toi qui seras en charge de ça. Et moi je commence un peu à paniquer, parce que si vous me connaissez, vous savez que les calculs, c'est pas du tout mon truc. Mais genre vraiment, j'ai une phobie des maths. Quand j'étais petite, vraiment, c'était ma bête noire. Je pense que mes plus grosses crises avec mes parents, quand j'étais petite, après adolescente, c'était autre chose, mais ça a été sur les moments où on me demandait de faire des exercices de maths, vraiment. Et donc encore aujourd'hui, voilà, c'est pas forcément ma passion. Ça va mieux un petit peu les chiffres quand même. J'ai pris en maturité. C'est vrai que quand tout d'un coup on te dit qu'il faut faire des calculs et il faut être genre en gros, enfin t'as une responsabilité de faire attention à ce que tout le monde puisse manger ou pas faire de gaspillage alimentaire, alors que je déteste le gaspillage alimentaire. Mais je déteste manquer de nourriture aussi. Donc sur le moment, j'étais un peu en mode non, j'ai pas envie de faire ce poste. Mais pendant la réunion, quand on s'est réparti les tâches, bah il s'avère que, alors à la base, je voulais être au service, je voulais être en réfectoire, parce que je me rappelais que quand tout le monde était en train de manger, moi j'aimais bien observer les gens un petit peu, je me faisais des idées de qui faisait quoi, etc. Enfin bref, et du coup ça m'allait bien d'être dans le réfectoire pour être un peu au contact des méditants, même si t'as pas le droit de leur parler et de croiser leurs regards, etc. Mais en tout cas de leur apporter une présence, un soutien, etc. Donc c'était un peu ce que j'avais envie de faire, mais finalement dans la répartition, il fallait que quelqu'un cède sa place au service pour prendre la pesée. Puis j'ai dit allez, tu sais quoi, c'est bon meuf, prends tes responsabilités, tu vas t'en sortir, arrête de fuir. En fait ça a été mon premier apprentissage, ça a été vraiment de se dire c'est pas parce qu'on a dit que c'était un poste à responsabilité et qu'il allait falloir faire attention que tu n'es pas la bonne personne pour ce poste. Voilà, donc je me suis dit, c'est quoi, c'est parti. Et ça a été ma meilleure décision, parce que vraiment, c'était trop bien de faire ça. C'est-à-dire que moi, tous les jours, déjà c'était assez varié. En gros, le matin, alors déjà, la journée commence tôt, selon le poste que tu occupes. Moi, comme j'étais à la pesée, en gros, je devais être à 6h30 en train de prendre mon petit déjeuner, et à 7h, je devais commencer. Alors, de 7h à 8h, j'étais plutôt à la plonge, en train de faire la plonge du petit déjeuner, et de ranger tout le petit déj. Enfin, j'étais en charge du stock, en fait, vu que je faisais la pesée, donc les frigos, la chambre froide, etc. C'était moi qui gérais. Je regardais s'il y avait des restes pour pouvoir calculer pour le lendemain le petit déjeuner, etc. Si je faisais la plonge. Et puis après, le reste de la matinée, t'as une méditation de 8h à 9h. À 9h, je prenais mon petit vélo. J'avais un vélo avec une carriole. J'étais la seule qui pouvait sortir. Enfin, la seule, non, il y a les longs termes aussi. Mais moi, j'avais le droit d'aller à un autre bâtiment qui s'appelle la ferme. Donc tous les jours, je prenais mon petit vélo. C'était pas pour aller bien loin, mais ça m'emmenait dans un autre endroit où j'allais chercher le pain, les trucs qui pouvaient manquer dans la réserve, etc. Donc ça me faisait faire un petit tour. C'était super. Et après, j'étais dans ma réserve en train de faire mes petits calculs, de compter, voilà, de sortir les légumes, enfin, tout ce qu'il fallait préparer, etc. Puis j'étais un peu l'épicière, quoi. Les gens, ils rentraient dans la cuisine en me disant « Lou, j'ai raté la recette. Est-ce que t'as pas, par exemple, quelques épices pour m'aider à rectifier la sauce? Ouais, ok, tu veux quoi? Du cumin, etc. » Bref, j'étais... J'ai trop kiffé. Et ce qui était trop bien, au-delà de la variété, c'est qu'en fait, moi, j'étais dans mon espace. C'est-à-dire que t'avais la cuisine où ils étaient tous un peu en coup de feu en permanence, en train de préparer la nourriture, etc. Puis, enfin, c'est des grosses quantités. On cuisinait quand même pour 200, donc voilà, c'est costaud, quoi. Et moi, j'étais dans un espace plutôt préservé parce que ce que je devais préparer, déjà, c'était pour le lendemain. Donc, évidemment, il y avait du boulot et il fallait que je le fasse dans les temps. Et si j'avais fini, je pouvais aller aider les autres. Mais déjà, j'étais pas dans le rush de oh là là, si je me loupe, personne n'a son plat sur la table, donc moins de stress. Et en plus, j'étais dans mon petit espace, il y avait du passage, les gens ils venaient de temps en temps, etc. Ils passaient, mais sinon j'étais dans ma bulle, en train de faire mes trucs toute seule. Et ça, c'est un sacré avantage à Vipassana, parce qu'en fait, quand tu bosses en équipe, et on l'a vu dans l'équipe, ça crée des frictions. Et en soi, c'est normal, parce que on est une quinzaine de personnes qui ne sont absolument pas restaurateurs professionnels, qui se retrouvent dans une cuisine, qui est une cuisine professionnelle, à devoir cuisiner pour énormément de personnes, donc avec énormément d'enjeux derrière. Parce que Vipassana, ça a l'air très militaire et un peu horrible comme ça, mais en vrai, ils prennent super soin des méditants. Ils sont là, enfin vraiment la volonté c'est que les méditants, ils soient trop bien, ils mangent trop bien, ils aient jamais faim, s'ils ont envie de se servir, il y a suffisamment. Voilà, ça doit pas être une préoccupation de se dire j'ai faim, je mange pas ma faim, etc. Donc voilà, il y avait des gros enjeux sur la cuisine et les gens généralement travaillaient par pôle de 2 à 3 à 4 personnes et il y a eu des tensions parce que
les caractères de chacun, le stress. Enfin voilà, ce côté de il faut que tout soit prêt, il faut composer quoi avec les caractères de chacun. Et moi ça j'avoue, la seule fois où du coup j'ai été en cuisine, enfin j'ai été 2 fois chargée de faire des desserts parce que j'avais terminé ce que je voulais faire, donc je suis allée aider pour les desserts. La première fois, c'est la seule fois où je me suis énervée durant le service. La seconde fois, c'est mieux passé parce que du coup, cet épisode m'a appris à travailler sur moi, mais j'ai vu que voilà, effectivement, quand on cuisine, il y a un stress supplémentaire. Donc j'étais très contente à la peser. Mais je vous raconterai cet épisode peut-être après. Juste, je termine un petit peu sur l'organisation. Donc voilà, en fait, dans la journée, t'as 3 méditations obligatoires, 8h, 9h. Ensuite, on bossait jusqu'à 11h, on déjeunait. Jusqu'à 13h, en gros, tu fais la plonge, tu ranges, etc. Blablabla. Là, il y a une pause de 13h à 14h30. Tu peux aller méditer si tu veux. Généralement, les gens, ils font la sieste. Ensuite, tu reviens faire une méditation d'1 heure, réunion de l'équipe, tu termines ce que tu as à faire en termes de travail. Là où on dînait, donc ça c'est pas mal parce que normalement à Vipassana, tu dînes pas. Mais nous, les servants, comme on travaille, on avait le droit de dîner à 16h50. C'était cool, puis on mangeait bien en plus. Ensuite, méditation de 18h à 19h. De 19h à 20h, tu as un discours justement de Goenka, donc c'est le mec qui a diffusé Vipassana partout dans le monde. Donc tous les soirs, en fait, il vient parler de la technique, il raconte pourquoi on fait cette technique, il raconte plein d'anecdotes hyper cool, etc. Enfin, c'est un moment, moi, que j'aime bien parce que c'est un mec qui a beaucoup d'humour et donc ça relâche la pression. Je m'étais portée volontaire pour aller installer le discours tous les soirs pour ceux qui parlaient en anglais. Du coup, j'aimais bien être avec eux parce que c'est des moments où tu les entends un peu rigoler, même si t'as pas trop le droit d'interagir, etc. Tu les entends rigoler, tu les sens qui regagnent un peu espoir après en avoir bavé pendant leurs 10 heures de méditation quotidienne. Et après ça, t'as une dernière méditation et nous, le soir, il y avait un moment que j'adorais, c'est après la dernière méditation de groupe, les servants restaient avec les enseignants. Donc tu as toujours un homme et une femme qui sont là pour guider entre guillemets les méditations, répondre aux questions des méditants. Et nous du coup le soir on restait avec eux, on faisait une méditation qui s'appelle Metta, qui est une méditation où en fait t'observes pas tes sensations, juste en gros toutes les vibrations que tu sens dans ton corps, tu les charges d'amour, de bienveillance, de compassion, etc. Et en fait c'est pendant cette méditation les paroles qui sont dites c'est si aujourd'hui on m'a blessé pendant mon service, je pardonne la personne qui m'a blessé. Et si moi j'ai blessé quelqu'un, je lui demande pardon. Et c'est vraiment une méditation qui t'invite à venir se libérer de la colère, des sentiments négatifs, etc. Ça dure pas très longtemps, c'est une dizaine de minutes, mais c'est tellement beau et tellement puissant comme moment. Enfin moi ça me faisait toujours trop de bien. Enfin même si les jours où j'avais rien à pardonner ou à demander pardon, ça m'est pas de toute façon arrivé énormément pendant le service, mais voilà parfois il y a eu des interactions ou des choses qui ont pu être me saouler ou j'ai pu saouler des gens, ça se trouve, j'en sais rien, tu vois. Et c'était des moments très forts. Et puis après on restait avec les enseignants qui nous demandaient comment ça s'était passé pendant la journée pour nous, pendant le service, est-ce qu'il y avait des frictions, et qui nous rappelaient que le but c'était de maintenir l'harmonie, etc. Donc bref, tout ça c'était vraiment trop cool. Voilà, et donc généralement tu te couches vers 21h30, 22h, et le lendemain, à 4h ça repart. Donc moi je commençais à 6h30 pour mon petit déj. Il y a des matins où je me levais du coup à 4h pour aller faire les 2 heures de méditation, 4h30 à 6h30. Généralement quand je faisais ça, après c'était quand même compliqué niveau énergie pendant le reste des méditations, donc voilà, j'alternais. Il y avait des matins où je faisais qu'1 heure de méditation, il y a des matins j'allais aider en cuisine parce qu'il y avait des choses à faire en cuisine. Globalement tu te lèves quand même quoi qu'il arrive vers 4h30, 5h, et puis tu te couches le soir à 22h. Donc c'est quand même costaud, mais moi je me suis toujours sentie hyper bien. Alors bien sûr fatiguée, il y a des méditations où tu somnoles parce qu'en fait juste t'es fatiguée, mais c'est là où j'ai vu que vraiment servir c'est quelque chose qui me fait du bien, parce que je sais plus si je vous ai raconté, mais en gros moi j'ai du coup le nœud sud. Si je crois que j'avais raconté que du coup je m'étais questionnée sur le fait de est-ce que je devais aller à Vipassana parce que c'est très maison 12 alors que moi mon nœud nord est en maison 6. Là du coup comme la maison 6 c'est la maison du service, le fait de justement servir, c'est quelque chose qui m'apportait énormément d'énergie. J'ai une des personnes de l'équipe qui est venue me voir en me disant mais Lou c'est incroyable, t'as accepté tous les rôles, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui nous demandait est-ce que quelqu'un peut faire ça, tu disais oui tout le temps, t'étais partout, t'étais tout le temps en train de faire plein de trucs et pourtant t'as pas l'air fatiguée alors que moi je suis éclatée au sol. Et j'étais là, en fait moi j'ai l'impression que tout ça me recharge. Comme quoi dès que t'es dans ton nœud nord en fait c'est fou quoi, ça fait un bien de malade. L'autre chose qui m'a fait vraiment du bien, c'est qu'en fait comme vous l'avez vu avec le planning, t'es très occupé et surtout t'es occupé manuellement à faire des choses qui te demandent de la concentration. Et donc en fait t'es vraiment dans l'instant présent quoi. Si tu peux pas être en train de réfléchir à ta vie, à Pierre-Paul Jacques, etc. Sinon tu fais des erreurs et les erreurs elles ont des conséquences quoi. Vraiment m'ancrer, être dans le présent, etc. Ça a été vraiment trop bien pour moi. Évidemment pendant les méditations
ton cerveau il part un peu en cacahuète et voilà. Mais la plupart du temps, 90% du temps, t'es vraiment dans l'instant présent et ça, j'avoue que ça m'a fait trop du bien. Tout comme le fait d'avoir une activité où tu bouges, où t'es beaucoup plus dans un côté manuel, parce que sinon moi, je suis avec l'astro en train de regarder des thèmes astro ou en train de monter des vidéos et donc je suis beaucoup devant mon écran en fait, tout simplement. Donc voilà, donc très intense. En plus, ce qui est ouf, c'est que t'alternes des périodes assez intenses et des périodes de méditation, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une méditation, à part le moment où on est en train de faire la sieste juste avant, c'est des moments où on est en cuisine et où il faut faire la plonge, tout ranger pour pas laisser de traîner de nourriture, etc. Et être à l'heure pour la méditation. Et donc généralement c'est des moments hyper intenses où tout le monde est en train de faire 10 000 trucs, etc. Puis après tu te retrouves sur ton coussin de méditation et t'es là genre waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça c'était assez fou. Mais justement c'est des moments où après pendant ta méditation, généralement tu penses à comment ça s'est passé, les interactions de chacun, qu'est-ce que tu dois faire après, etc. Et ça, en fait, c'est exactement ce qui se passe aussi dans ton quotidien quand tu rentres, en fait, dans la réalité. Quand on fait de la méditation, on a l'impression qu'en fait, faire de la méditation, c'est ne penser à rien. Non. C'est pas ça. Faire de la méditation, c'est entraîner son esprit à se recentrer, comprendre que oui, effectivement, ça mouline, qu'on observe du coup des choses, des sujets d'inquiétude, etc., qu'on ressasse, mais que quand on se recentre, on se concentre sur nos sensations, on digère les choses beaucoup plus vite et on apaise son esprit beaucoup plus rapidement. Et du coup, là-dessus, j'ai un exemple assez marquant. On m'a demandé d'ailleurs dans les questions un peu quelles ont été les choses marquantes, etc. Moi, il y a une scène qui m'a marquée, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, c'est que la première fois que j'ai été en cuisine, ça a été mon premier moment un peu de tension / où je me suis énervée. Donc ça s'est appelé le Crumble Gate. En gros, l'histoire, c'est qu'à la base, je voulais aider une personne de l'équipe qui était en charge du crumble. Que ce jour-là, cette personne, elle était pas très bien moralement. C'était compliqué pour elle. Et donc, moi, comme j'avais terminé mon travail, je me suis dit, je vais aller l'aider. Il faut savoir que à la base, déjà, le crumble, on avait décidé d'augmenter les doses parce que tout le monde était très gourmand. Tout le monde s'était dit, ça serait super d'avoir beaucoup de crumble. Donc moi, comme j'étais responsable d'augmenter les doses, j'ai augmenté les doses avec l'aval de toute l'équipe. Et puis donc, en fait, du coup, ça voulait dire qu'on devait couper énormément de pommes, plus faire la pâte, etc. Sauf que on n'avait qu'une heure pour faire tout ça. Au milieu de tout ça, la personne avec qui je faisais le crumble me dit qu'elle trouve que les quantités que j'ai préparées sont bizarres, elle pense qu'il y a une erreur, elle veut les rectifier et pour les rectifier, elle décide d'augmenter encore les doses. Donc déjà, on se retrouve avec vraiment énormément de trucs à préparer et de moins en moins de temps et c'était un peu le coup de speed, mais bon, moi ça me faisait un peu rigoler dans le sens où j'essayais de prendre ça avec beaucoup de philosophie j'ai décidé de proposer mon aide et à chaque étape du crumble il y avait toujours un problème, mais voilà, tu travailles sur soi, tu te dis ça va bien se passer, etc. Et en fait le temps passe, il va bientôt falloir aller à la méditation. Les pommes sont dans le four, elles ont fini de cuire, la pâte est prête, mais on n'a pas le temps d'assembler tout ça et tu n'as pas le droit en fait de laisser de la nourriture traîner. Comme ensuite, après la méditation qu'on allait faire, il y avait tout l'enchaînement du discours, des méditations du soir et après il était 22h, enfin c'est plus l'heure de faire un crumble quoi. La question c'était ok, comment on s'organise pour que le crumble soit prêt demain midi. Moi je me dis ok, ça se trouve c'est de ma faute parce que j'ai fait une erreur dans les calculs de la pesée. J'ai mis deux personnes qui faisaient la pâte en galère, donc je vais prendre mes responsabilités. Demain je vais me lever à 4h, j'irai pas à la méditation, je vais finir de monter le crumble et puis voilà. En attendant, je vais mettre les pommes dans la chambre froide et je vais organiser tout ça. Et sauf qu'en fait, là on est vraiment 10 minutes avant qu'on doive aller méditer, donc normalement à ce moment-là on est déjà censé avoir quitté la cuisine pour pas être dans le rush, etc. et arriver sereinement à la méditation. Et en fait, je croise une personne de l'équipe qui me demande alors comment vous allez faire pour le crumble. Je lui explique le plan d'action et en fait elle me regarde un peu catastrophée et elle me dit mais les pommes vont pourrir si tu les laisses comme ça dans la chambre froide, etc. Et moi à mon sens je voyais pas du tout pourquoi les pommes cuites allaient pourrir dans la chambre froide en une nuit. Bon bref, il n'y avait pas d'autre solution, donc moi je me dis que ça se passe comme ça et je vois que cette personne avec qui je m'entendais très bien, hein, franchement il n'y avait pas de problème entre nous à la base, mais je vois qu'elle est très inquiète pour cette histoire de pommes et que du coup elle va voir le manager de la cuisine, elle va voir les autres et que tout le monde me dit Lou apparemment les pommes vont pourrir et tout, enfin bref. Et en fait je pense que ça a été un moment où ça paraît peut-être débile comme ça comme histoire, mais ça faisait 1 heure qu'on était sous pression à essayer de trouver des solutions pour que tout fonctionne bien. J'étais contente de la solution que j'avais trouvée et c'est vrai que ce côté un peu catastrophiste oh mon dieu les pommes vont pourrir, alors que moi je suis quelqu'un qui essaye plutôt d'être du moins dans cette retraite, justement toute la négativité que les gens peuvent avoir parfois ça m'atteignait énormément et moi plus les gens étaient négatifs, plus j'étais hyper optimiste en mode ça va le faire, on va y arriver, il y a toujours des solutions, etc. Là le pessimisme m'a
m'a saoulée, tout comme le fait que du coup elle aille derrière mon dos voir les autres, enfin derrière mon dos, c'était pas vraiment derrière mon dos, mais que enfin voilà, en gros elle respecte pas ce que j'avais décidé, ça m'a saoulée et en gros du coup je lui ai dit écoute voilà, enfin là il y a pas d'autre solution, dans 5 minutes on doit être en train de méditer, donc enfin et stop, enfin faut lâcher quoi. Et je me suis pas énervée très fort, mais c'est marrant parce que comme en fait ça faisait, je crois que ça arrivait peut-être le 7e jour, comme ça faisait 7 jours que j'étais hyper zen et que j'avais jamais ressenti vraiment d'énervement, etc. Moi dans ma tête ça m'a paru être vraiment une altercation de malade. Alors qu'en réalité, après quand j'ai été voir les autres pour m'excuser d'avoir un peu haussé la voix, ils étaient tous là, mais en fait Lou, t'as juste été un peu autoritaire, tu l'as remise un petit peu à sa place, mais enfin ça allait quoi. Sauf que ça prend tellement des proportions que quand je suis allée méditer par la suite, et c'est là où je vous disais que tout part de sensations, pendant cette méditation-là, j'ai eu super mal au ventre. Et en fait, je pense que parfois dans le quotidien, on a des sensations, des choses, notre corps nous parle et on sait pas trop l'interpréter, et en fait ça vient d'émotions. Et là, moi en l'occurrence, c'est comme si je pouvais observer ma colère, ma frustration, pas forcément la colère contre elle, mais le fait d'avoir perdu mon calme, je m'en voulais, je me ressassais ce truc dans ma tête en me disant t'as pas été équanime, ah mais en même temps elle s'est mêlée de ce qui ne la concernait pas, enfin tu vois ta petite voix dans ta tête qui vient te monter toute une histoire dans ta tête, enfin tu vois en permanence on est tout le temps en train de se raconter des histoires dans nos têtes, et là je pouvais physiquement observer la sensation de ma colère que j'arrivais pas à digérer. Et donc pendant 1 heure, tout le truc ça a été d'observer cette boule dans mon ventre et de la regarder diminuer, 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 diminuer jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et au moment où elle a disparu, et ben du coup je me suis juste dit je vais aller la voir. Je vais lui dire que je suis désolée de m'être énervée contre elle. Je vais lui dire que je vais mettre du citron sur les pommes, comme ça va pas s'oxyder et comme ça tout le monde est content, etc. Et c'est ce que j'ai fait, je suis allée la voir, je me suis excusée. Elle m'a dit non mais t'inquiète pas, c'était pas du tout, enfin ben voilà, après coup on a eu une grande conversation où elle m'a dit que finalement ça lui avait fait aussi du bien que je réagisse comme ça parce que ça lui a fait prendre conscience de certaines choses de son comportement. Et voilà, en fait ça s'est résolu, et du coup l'apprentissage de ça, c'est que moi je suis quelqu'un, peut-être comme beaucoup de personnes, mais en plus moi j'ai des placements en Scorpion, notamment Mercure. En fait quand il se passe quelque chose dans ma vie, quand j'ai des mauvaises interactions avec les gens, je vais être obsessionnelle sur le sujet, ça va boucler dans ma tête, je vais être là en mode j'aurais dû dire ça, ou j'aurais pas dû réagir comme ça, ou nanana, et ça peut durer des heures. Et en fait, la méditation, ce qu'on t'apprend, et ils te le disent pendant les discours, c'est que, en fait, le cadeau que c'est que si tu regardes tes sensations, bah peut-être que tu vas digérer, enfin même c'est sûr, tu vas digérer beaucoup plus rapidement. Et ton esprit, il va juste s'apaiser, il va digérer l'information, et puis c'est tout. En fait, après, tu passeras à autre chose, et c'est tout, quoi. Et l'ego aussi se déconstruit. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu rester à me dire, non mais ça va, j'ai fait mon taf, déjà je propose de venir demain à 4h du matin, etc. Elle me casse les pieds. Non, j'ai haussé la voix, je vais m'excuser, je désamorce la bombe, même si c'était pas une énorme bombe, je désamorce, comme ça, il n'y a pas de malaise entre nous, et c'est tout, en fait. Et donc ça, c'est des apprentissages qui peuvent paraître peut-être un peu basiques ou ridicules ou j'en sais rien, mais moi je sais que ça a été vraiment hyper marquant. Et pour clore l'anecdote, on s'est retrouvés avec beaucoup trop de crumble, parce que comme on avait augmenté les doses, on en a eu vraiment à tous les repas pendant 2 jours. Mais c'est pas grave, ça a pas été gâché, les gens ont été super contents d'avoir plein de crumble. Il y a des gens qui sont venus me voir après en mode ah c'est toi qu'on doit remercier pour avoir eu autant de crumble. Enfin il y avait pas mort d'homme, c'est une histoire basique, mais moi je sais que voilà, toute cette histoire ça a été la seule altercation que j'ai eue, et donc ça a été marquant. Par contre, j'ai été spectatrice d'autres altercations, et tout ça a été des apprentissages aussi. De toute manière, l'autre c'est aussi un miroir, c'est-à-dire que je trouve que, enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai beaucoup reçu, c'est en observant les autres que j'ai pu m'observer aussi beaucoup moi-même. C'est-à-dire que par exemple la personne avec qui j'ai eu cette histoire sur le crumble, c'est une personne qui a tendance à effectivement partir du principe que ça va pas fonctionner, etc. Voilà, c'est sa construction actuellement en tout cas. Il y a une forme de négativité à certains moments qui, moi, ont pu me tendre un peu. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, normalement, moi, je suis cette personne. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans mon quotidien où je suis en train tout le temps de me catastropher en me disant « Oh là là, mais ça va pas marcher, ou on va être en retard, on va louper le train. » Et du coup, je diffuse cette énergie-là. Comme là, je l'ai reçue, je me suis rendu compte de ce que ça faisait en fait, de se recevoir des ondes négatives pour les autres qui nous entourent, et que c'était pas un cadeau. Donc ça a été un miroir. Il y a une autre personne aussi, j'ai snipé direct, je suis allée la voir, je lui ai dit toi t'es Scorpion. Non, si t'es pas Scorpion, je suis pas astrologue. Et effectivement elle l'était, et en fait je l'ai capté parce que c'était une personne qui disait tout haut, de manière très abrupte, de tout ce que tout le monde pensait tout bas, je pense, en notre fort intérieur. Elle le sortait tout haut, et
de manière très dure. Donc ça a donné lieu à des scènes qui ont été assez violentes dans le sens où t'es dans un environnement bienveillant, où on essaie de maintenir l'harmonie, même s'il y a des tensions, etc. Et elle lâchait des punchlines pour recadrer certaines personnes. Et je me suis dit, waouh, c'est tellement Scorpion comme manière d'agir. Et en fait, j'en ai parlé avec elle et elle m'a dit qu'elle s'en voulait systématiquement à chaque fois de dire des choses comme ça, que c'était horrible pour elle derrière. Mais moi, j'ai été cette personne. Et parfois, je le suis encore. J'ai Mercure en Scorpion, j'ai beaucoup de planètes en Scorpion. Je suis cette personne qui a besoin de dire la vérité à tout prix et qui le dit de manière hyper crue. Maintenant ça va mieux, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais je me rappelle qu'avant ça me traumatisait à ce que j'étais capable de dire à certaines personnes parce que voilà, le Scorpion il analyse très très bien les situations et quand la vérité sort elle est tranchante quoi. Et donc en fait voilà, j'ai vu des interactions comme ça et ça m'a plongé moi dans face à qui j'étais, comment je réagissais, certaines réactions où parfois du coup j'ai été spectatrice de ces altercations là. Et du coup, je questionnais le comportement que j'avais eu en me disant est-ce que j'ai bien agi par rapport à cette scène? Est-ce que j'aurais pas dû faire autrement? Est-ce que j'aurais pas dû dire quelque chose? Enfin, tu t'interroges énormément. Donc, c'est toute cette aventure vraiment plus, en fait, humaine. C'est-à-dire qu'à la base, Vipassana, quand tu le fais en t'asseyant, c'est une aventure très introspective où t'es seul face à toi-même. Quand tu sers, t'es seul face à toi-même, mais face aux autres. C'est-à-dire que les autres, tu peux pas les changer. On peut changer personne. Pour que quelqu'un change, faut que ça parte de lui-même. Et donc, la seule personne sur qui on peut travailler, c'est nous-mêmes. Si un comportement nous dérange chez les autres, évidemment, on peut lui dire ton comportement me dérange et peut-être que ça va créer une prise de conscience chez l'autre. Mais en attendant, si vraiment le comportement de quelqu'un te dérange, viens observer pourquoi? Qu'est-ce que ça vient générer chez toi? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre de la distance avec ces sentiments négatifs? Enfin, tu peux venir véritablement prendre de la distance et être beaucoup plus économe et te dire bah non, en fait, moi, ce comportement ne m'atteint pas. Un exemple très typique, un jour, j'ai entendu une méditante, donc il y a des entretiens avec les enseignants durant lesquels ils ont le droit de poser des questions, et donc il y en a une qui expliquait que voilà, elle n'arrivait pas à dormir la nuit parce qu'il y avait beaucoup de bruit aux alentours, et que du coup, elle n'arrivait pas à dormir. Et l'enseignante, elle est là, je suis désolée, en fait, ta réalité, tu n'arrives pas à dormir parce que tu es dérangé par les autres, mais on peut pas aller voir tous les autres en leur disant excuse-moi, arrête de ronfler, arrête de te lever la nuit pour aller aux toilettes. Enfin, tu vois, c'est pas possible. On peut pas demander au monde de s'arrêter de tourner. La seule chose qu'on peut faire, c'est de se dire bah à partir de moment ça me dérange plus. Alors c'est difficile, c'est un travail sur soi, mais oui, tu peux véritablement réussir à triquer ton cerveau pour te dire moi ce bruit je l'entends plus, ça ne me dérange plus. Voilà, c'est tout. On ne peut travailler que sur nous, sur notre patience, sur notre résilience, et c'est tout en fait. Donc ça, c'est vraiment des apprentissages, une fois que tu les comprends et que ça prend du temps à intégrer, mais rien que de le conscientiser, c'est énorme en fait. Parce que du coup, tu te responsabilises beaucoup plus sur ton comportement, et t'arrêtes d'en vouloir à la terre entière pour leur comportement. Voilà. Je dis pas qu'il faut jamais dire aux autres d'évoluer, bien sûr, c'est notre travail à tous de venir, s'il y a des choses qui vont pas, venir communiquer, mais avec une communication non violente, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, partons du principe que si quelque chose nous dérange, c'est à nous de faire aussi un travail sur nous-mêmes pour faire évoluer la situation. Une autre prise de conscience que j'ai eue, qui était sur la méditation, du coup, je me rappelle pas si j'étais passée à côté de ça la première année, mais j'ai compris ce qu'était vraiment la méditation. J'en parlais tout à l'heure, je disais les gens pensent que la méditation c'est s'arrêter de penser, alors qu'en réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. Moi j'avais l'impression en arrivant là-bas que les méditations où j'étais dissipée, ou les méditations où je somnolais, parce que parfois ça t'arrive en fait, tu somnoles et tu t'es là genre waouh, je suis en train de m'endormir, ça c'était des mauvaises méditations. Alors qu'en fait non, parce que à partir du moment où tu conscientises que ton cerveau il est en train de partir en cacahuète et que tu reviens à l'instant présent et à ce que tu ressens dans ton corps, c'est une bonne méditation. C'est ça l'exercice. Et je pense que du coup, si j'avais pas réussi à l'intégrer dans mon quotidien l'année passée, c'est parce que quand je suis sortie, je suis revenue voilà dans mon appartement, les bruits de la vie parisienne, etc. Et j'étais là, oh, laisse tomber, j'arriverai jamais à me concentrer, c'est fini, j'arriverai pas à sentir mes sensations, donc en fait autant arrêter. C'est pas ça en fait le but du jeu. Le but du jeu, c'est justement de te dire, je dois faire avec justement ce qui m'entoure et je me mets dans ma bulle et je fais avec. Et là, moi aujourd'hui, la difficulté supplémentaire, c'est que j'ai un chien. Et donc au début, je disais aux autres, non mais moi je pourrais jamais méditer parce que j'ai mon bébé chien, il va venir, il va me déranger. Bah c'est ça la méditation. Donc voilà, le matin je m'assois, elle vient, elle tournicote autour de moi, elle mâchouille son os juste à côté, ça fait du bruit, ça fait des vibrations. Et moi en fait, du coup, la méditation, c'est de revenir en permanence à moi et de rester équanime, de pas réagir, de pas ouvrir les yeux pour regarder ce qu'elle fait, de pas lui en vouloir d'exister à côté de moi. Enfin c'est ça en fait. Donc ça a été aussi un gros apprentissage d'arrêter de juger sa méditation, de rester équanime, de se dire ok, là mon cerveau il était dissipé. It is what it is. Je peux pas changer, c'est comme ça, c'est la réalité de cet instant-là. Demain, peut-être que mon mental sera moins dissipé. Ça veut pas dire que la méditation sera meilleure pour autant. C'est juste la réalité. Il faut rester équanime. Il faut juste se dire que voilà, ça c'est une réalité et je l'accepte.
en fait, tout simplement. Et le fait de travailler là-dessus, ça permet de venir accepter beaucoup plus facilement tout ce qui se passe dans notre vie en se disant c'est comme ça. La seule chose que je peux faire, c'est conserver mon équilibre. Ça sert à rien de surréagir, ça sert à rien d'abandonner, ça sert à rien de claquer la porte. La réalité est comme ça. Et moi, tout ce que je peux faire pour bien réagir, c'est de rester équanime. Une chose que j'ai notifiée aussi, en lien avec l'astro, mais bon, ça c'est quelque chose que j'avais déjà noté l'année passée. Vous savez, la lune, elle change tous les 2 jours et demi de signe. Et en fait, c'est ouf à quel point, dans notre quotidien, on peut le conscientiser qu'il peut y avoir des changements d'énergie par rapport à ça. Mais là, en fait, comme t'es en méditation, t'es beaucoup plus consciente de ce qui se passe dans ton monde intérieur. Et moi, je pouvais voir du coup qu'en fonction du signe où elle était, les thématiques que j'avais dans la tête étaient hyper différentes. Ou mon mental était hyper différent. La lune est en Gémeaux, ça part dans tous les sens, il y a plein d'idées, il y a plein de trucs, et puis machin, puis ça se crée des histoires, etc. Enfin, c'était ouf. La lune passe en Cancer, je pense à l'enfance, je pense à mes racines, je pense à mon histoire familiale. C'est ouf. Enfin, franchement, c'était vraiment ça, quoi. Et du coup, c'était assez marrant parce que j'avais pas mon calendrier, je savais pas trop quel jour on était, etc. Mais il y avait la nouvelle lune qui était passée. Donc ça, je savais qu'il allait y avoir une nouvelle lune à telle date dans Vipassana. Donc j'essayais de calculer. En fait, j'observais juste ce qui se passait à l'intérieur de moi et j'étais là, c'est sûr que là, la lune, elle est en Cancer. Ma main à couper, quoi. Et donc ça, c'était vraiment intéressant à venir observer. Au niveau de la méditation, j'ai moins eu de grande prise de conscience que ce que j'avais eu pendant les 10 jours. Forcément, 10 jours à méditer 10 heures par jour, tu fais vraiment pour le coup, en long, en large, en travers, toute ta vie et sous toutes les coutures. Là, j'ai vu qu'il y avait des thématiques qui revenaient, mais c'était pas la même chose. Là, vraiment, ça a été vraiment plus un travail de conscientisation de le comportement par rapport aux autres dans le monde de l'écosystème de la cuisine et des réflexions évidemment sur ma vie, mais c'était c'était beaucoup moins fort en termes d'introspection. J'en ai gardé quand même des méditations qui ont été marquantes sur certains sujets, mais j'étais pas là pour diguer dans les tréfonds de mon âme. De toute manière, ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait suffisamment par le passé. Je pense que c'est pas qu'il y a plus de stock, il y a encore des sujets, mais globalement c'était pas le but là, je le savais. Dans tous les cas, j'étais là pour servir et pas pour me disséquer le cerveau. Donc de ce côté-là, pas grand-chose à raconter. Mais ouais, sinon dans les apprentissages, ça a vraiment été des choses tournées plus vers la notion de service. Par exemple, le fait de se dire si c'est pas fait, c'est à toi de le faire. C'est-à-dire que là-bas, en fait, si t'as fini ton travail, ou même si t'as pas fini ton travail, mais que tu vois qu'il y a un truc, etc., au lieu de te dire ouais, mais c'est à un tel de le faire, ou mais les autres ils pourraient s'en occuper, moi je fais déjà suffisamment. Non, t'es là. Tu fais bien sûr avec le niveau d'énergie que t'as. Moi j'avais beaucoup d'énergie. Je faisais le plus possible de ce que je pouvais. Enfin, c'est tout. Et si tu vois un truc traîner, tu le ranges. Si tu vois quelqu'un en galère, tu vas l'aider. Et tu te dis pas non, mais en fait, à tenir les comptes de moi je fais ci, moi je fais ça. Oui, il y en a qui le font, qui réagissent comme ça. Ils ont peut-être encore un peu de travail à faire sur eux-mêmes. Mais en tout cas, voilà, moi ça a été un vrai apprentissage. Et du coup, c'est quelque chose où je vois que maintenant que je suis rentrée chez moi, non pas qu'avant je m'investissais pas dans la vie de mon domicile, dans mon cocon familial, quoi. Mais il y a vraiment ce truc-là de prise de conscience aussi de parfois la charge mentale. On a tendance à se dire non mais là j'ai déjà une trop grosse charge mentale, je laisse à l'autre, ou compter les points de j'ai déjà fait les courses donc il peut faire le ménage. Enfin voilà, en fait non, il y a vraiment une notion de en fait tu travailles en équipe et l'équipe parfois elle a un haut niveau. Enfin tes équipiers parfois ils sont hyper en forme, ils font plus, et tes équipiers parfois ils sont au bout du rouleau et toi t'as de l'énergie et voilà, enfin on se serre les coudes et on agit comme ça, quoi. Alors je vais finir avec 2 questions qui m'ont été posées. Après je pense que j'aurais fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous raconter. Alors on m'a demandé un souvenir marquant. Un souvenir marquant, ça a été qu'un jour, je me suis retrouvée avec un oiseau. Attendez, vous allez voir, c'est l'anecdote n'a vraiment genre aucun sens. Je me suis retrouvée avec un oiseau collé au fond de la poubelle. En gros, moi, tous les jours, parmi les missions que je devais faire, quand j'allais à la ferme, là, chercher mon pain et mes provisions, je devais emmener avec moi le verre de la poubelle en verre. Et en fait, un jour, j'ouvre la poubelle en verre, je prends le contenant, je mets tout dans ma carriole, je pars. Et puis quand je reviens, je vais pour rentrer dans la réserve et tout d'un coup, je vois une hirondelle qui virevolte au-dessus de la poubelle. Et c'est vrai qu'il y avait un des mecs qui m'avait montré quelques jours avant qu'il y avait un nid à hirondelle juste au-dessus de la cuisine. Et je me dis, c'est joli, prends le temps de regarder l'hirondelle. Et en la regardant, je remarque qu'en fait, l'hirondelle elle est en train de tourner autour de la poubelle. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. Et la poubelle d'ailleurs était restée ouverte. Donc je m'approche pour fermer la poubelle. Et là, je me rends compte qu'en fait, parce que j'ai pas fermé le couvercle, et il y a un oiseau qui est tombé dans la poubelle, et avec tout le liquide des poubelles, des bouteilles cassées, il est un peu éclataxe au sol, quoi.
dans le liquide. Donc là, je fais oh mon dieu, genre comment je sors cet oiseau qui est vraiment genre comme ça collé au fond de la poubelle. Donc je vais voir la Parisienne en panique. Je vais voir les filles dans le réfectoire. Je leur dis les filles, il y a un oiseau qui est collé au fond de la poubelle. Ma coloc de chambre, parce qu'on était 2 par chambre et moi j'étais avec une personne que j'ai vraiment trop aimé. Cœur sur toi, Marie-Laure. Franchement, c'était ouf. C'était psychothérapeute. La dame, une grande dame, vraiment genre incroyable, j'ai adoré les échanges qu'on a eus, c'était vraiment l'incarnation, elle était balance, l'incarnation de, vous voyez, vraiment, voilà, elle était là, elle imposait la paix, le respect, fan, fan. Et bref, elle vient m'aider et moi je m'en voulais trop parce que donc bref, on le sort de la poubelle. Il avait les ailes collées donc il pouvait plus voler donc bref, sa copine hirondelle à côté elle était en train de voler comme ça en panique. Enfin c'était horrible. Bon finalement il a réussi à se dépatouiller, ses ailes, ses plumes se sont décollées, il a réussi à s'envoler. Mais moi sur le coup, je me suis vraiment dit genre 2 leçons. Un, tu vois, t'as pas été au bout de ton action, t'as pas fermé le couvercle de la poubelle et du coup il a failli avoir une catastrophe. C'est bête peut-être comme truc, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que si j'avais pas fait attention, enfin si j'avais fait attention, j'aurais pas fermé, j'aurais fermé le couvercle de la poubelle et cet oiseau n'aurait pas eu de problème. Mais moi, j'ai un problème avec la vitesse. Et si vous vous rappelez bien, au début de cet épisode, j'ai tiré les cartes et j'avais dit que la chose sur laquelle je devais méditer, c'était la vitesse, parce que j'ai tendance à faire tout trop vite et que parfois, quand je fais les choses vite, et bah c'est là qu'on fait des erreurs. Je dis mais c'est pareil pour tout le monde quoi. Le second apprentissage, c'est que le moment où j'ai ralenti pour regarder du coup les rondelles en me disant oh c'est joli etc, c'est là où j'ai remarqué mon erreur et c'est là où j'ai pu la rectifier. Et on est passé à côté d'un truc qui aurait pu être dramatique, c'est que c'est-à-dire que si j'avais pas ralenti, j'aurais fermé le couvercle, quelqu'un d'autre serait arrivé juste après, il aurait balancé un bocal en verre, il aurait tué l'hirondelle et voilà c'est tout. Alors peut-être que certains d'entre vous sont pas méga sensibles sur les animaux et on s'en fiche des oiseaux, j'en sais rien. Moi personnellement si je tue un animal enfin, là, je me serais sentie super mal, surtout qu'à Vipassana, tout le monde te dit faire attention aux êtres vivants, t'écrases pas une fourmi, t'écrases pas une araignée, enfin si t'as une mouche un sur le bras, tu fais comme ça, t'essayes pas de la, tu vois, genre t'essayes pas de la tuer quoi. Et là, j'allais tuer une hirondelle. Donc ça a été vraiment un truc de voilà, ralenti en fait, parce que quand on ralentit, on fait des erreurs et parfois la plus petite erreur peut en fait en réalité être fatale. Écoutez, là en l'occurrence, la vie à un être vivant. Donc ça a été assez marquant. Après, j'ai calmer le jeu. D'ailleurs, ça me fait penser que dans l'autre tirage, il y a la question du soleil. Alors effectivement, il a pas fait beau. Du tout. Donc il y avait un peu ça, mais en fait la carte du soleil, j'ai compris directement dès le premier jour en arrivant et en me posant sur le tapis. Je me suis dit mais oui bien sûr je suis bête, j'ai dit oh le soleil etc. Mais le soleil en astrologie c'est l'ego. Donc en fait c'était quoi le challenge pendant ce service? C'est l'ego en fait, c'est l'ego qui sans cesse te dit mais non mais c'est pas moi, mais je suis pas responsable, mais mais moi je suis mieux que tout le monde etc. Non. Voilà, donc c'est évident que dans une retraite comme ça, la chose que tu dois travailler, c'est ton ego. Et ouais, une autre question que j'ai eue, c'est ce à quoi je ne m'attendais pas. Alors, je ne m'attendais pas déjà à me mettre à apprécier les chants. Si vous avez écouté le premier épisode, vous savez qu'en fait les méditations, il y a des temps où Goenka, donc la fameuse personne qui a diffusé Vipassana, elle chante des chants en pali d'une manière qui, au début, exaspère généralement tout le monde. Et en fait, moi là, j'étais trop heureuse de les retrouver et surtout j'ai pu lire les traductions parce que donc, nous, en tant que servant, on avait le droit de lire des livres, mais des livres qui appartenaient à la bibliothèque de Vipassana. Il y avait un livre qui donnait les traductions du coup des textes et les textes en fait sont trop beaux et une fois que tu commences à les comprendre, forcément ça a pas du tout le même sens quand tu l'entends chanter. Et j'avoue que ça, je m'attendais pas à me mettre à apprécier ces chansons. Mais sinon, en réalité, ouais, c'est vraiment, je m'attendais pas en fait à ce que ce soit une aventure si humaine parce que comme je le disais, normalement Vipassana t'es seule avec toi-même. D'ailleurs quand je suis arrivée et qu'on m'a dit ça te dérange pas d'être à la pesée parce que la personne de la pesée elle est un peu isolée. Moi j'avais répondu aux gens de toute façon tu viens pas à Vipassana pour faire des rencontres. Et en fait si. Alors, c'est pas des rencontres en mode, je veux dire, quand t'es en cuisine, quand t'es en train de bosser, t'es pas censé parler de ta vie, ton œuvre, etc. Mais évidemment, parfois, il y a des moments d'échange. Et c'est surtout sur les pauses dans les réfectoires qu'on échangeait pas mal. On se racontait un petit peu nos vies. Enfin, voilà, c'était souvent des échanges qui sont assez deep, assez beaux, des prises de conscience, etc. Et donc, ça a vraiment été une aventure humaine où j'ai rencontré des très jolies personnes. Après, Anicca, c'est ce qu'on apprend aussi pendant Vipassana, c'est le principe de l'impermanence. Ça sert à rien de se dire, ah, trop bien, on va conserver des liens, etc. Tout passe. Si on se retrouve pendant les autres retraites, eh bien tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Le but n'est pas de venir se dire ah je me suis fait des amis pour la vie. C'est juste de conscientiser que c'est
c'était un super bon moment qu'on a passé tous ensemble, d'être content déjà de ça, puis de voir ce qui émergera si on se retrouve dans d'autres services, mais de comprendre qu'en fait cette réalité elle a déjà été très belle d'exister et que ça c'est quelque chose qui restera vraiment gravé en moi, la gentillesse des gens et le fait que malgré toutes les prises de tête, les petites tensions, il y avait quand même beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion, que parfois tu vois quelqu'un s'énerver mais qu'ensuite tu comprends que la personne elle est en travail sur elle-même et enfin voilà qu'on est tous dans le même panier, ou le même bateau, enfin bref qu'on est tous en train de travailler sur nous, qu'on n'a pas tous le même vécu, le même bagage. Moi j'avais l'impression que j'ai traversé ça en me disant bon bah j'ai l'impression que moi ça va, globalement, je me sens bien dans cette mission, j'ai pas eu trop de tension avec les gens, donc ben, je me disais ok cool, ça veut dire que je suis plutôt stable, mais en fait c'est pas une question de stable ou de pas stable, c'est une question aussi de contexte, de moment de vie, de ce à quoi t'es confronté. Moi j'étais dans ma petite réserve, etc. C'était peut-être plus facile comme ça, je sais pas. Mais ouais, du coup je dirais que voilà, je m'attendais pas à vivre une aventure aussi riche humainement et de voir que c'était super beau parce que justement bah, quand t'es pas dans l'individualité, quand tu travailles en groupe, à chaque fois que tu penses qu'il va y avoir des difficultés, il y avait une espèce de cohésion de groupe qui se mettait en place où vraiment on a réussi à assister à des miracles. C'est-à-dire vraiment genre dans 10 minutes, faut servir et en fait tu te rends compte que le plat il a été gâché parce que je sais pas, il y a eu une erreur dans la recette ou bref ça a brûlé, j'en sais rien. Les mecs arrivent à ressortir quelque chose et 10 minutes plus tard, les gens sont en train de manger, ils sont pas du tout au courant du fait que ça a été cauchemar en cuisine juste avant quoi. Donc ouais non c'était vraiment cette espèce d'élan de quand on est ensemble et qu'on perd pas de temps à chamailler en disant mais nanana, etc. À partir du moment où tout le monde accorde ses violons de se dire il faut trouver une solution et on y va tous ensemble, bah, en fait tout se passait toujours bien quoi. Et ça je pense que c'est vraiment aussi un apprentissage dans la vie de tous les jours, de un peu moins se regarder le nombril, de un peu plus ouais regarder les autres en se disant qu'ensemble on peut faire vraiment des choses hyper belles si on n'est pas tout le temps en train de rejeter la faute les uns sur les autres, si on travaille tous sur nous-mêmes, si on travaille tous dans la même direction. J'ai bon espoir pour l'humanité. Alors évidemment, là, je parle d'un petit endroit, un microcosme, on est dans un contexte très particulier, mais bon, ça montre que c'est possible, quoi, et ça donne envie de vraiment diffuser plus de bonnes ondes et d'envoyer plus de compassion aussi aux personnes qui ont des mauvais comportements parce qu'en fait, évidemment, parfois t'as envie d'insulter les gens en disant mais quel connard de cette personne d'agir comme ça, etc. Mais parfois, en fait, tu sais pas ce que la vie de cette personne, voilà, lui a réservé. Insulter cette personne ou vraiment dire, enfin, tu vois, être dans la négativité face à cette personne, déjà, c'est se polluer soi-même et ensuite, ça apporte rien de bon. Alors qu'en fait, si t'es dans la compassion, si t'es dans la bienveillance, il y a peut-être plus de positif qui naîtra en fait de tout ça, quoi. De se dire que bah voilà, les gens sont en souffrance, essayons d'apporter de la compassion, essayons voilà, restons nous-mêmes dans quelque chose de positif et en fait le positif amène du positif et voilà, pour moi c'est vraiment un des plus grands apprentissages de rester dans le positif. Enfin, si tout le monde travaillait un petit peu plus à être plus positif et optimiste, je pense que ça serait vraiment mieux. Je dis pas que c'est facile. On est dans un monde où effectivement il se passe des choses horribles. On a tous des petits problèmes ou des gros problèmes dans nos vies, mais il y a vraiment Enfin, cette retraite, c'est vraiment quelque chose de fou pour venir voir les choses sous une autre perspective, que ce soit nous voir nous-mêmes, mais voir aussi la réalité. Donc voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous raconter. Évidemment, il y aura encore plein de choses à venir dire, mais je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 1 heure que je parle. Peut-être que j'aurai d'autres choses qui me monteront au cerveau et que je vous partagerai peut-être plutôt en story sur Instagram, etc. En tout cas, si ça vous appelle de faire un Vipassana, si vous vous êtes déjà assis et que vous voulez faire un service et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous vous êtes jamais assis et que vous voulez échanger avec moi sur le fait de qu'est-ce que ça implique de faire cette retraite-là, bon déjà vous pouvez écouter mon premier épisode, mais je serais ravie aussi de répondre à vos questions. Si ça vous appelle, dites-vous que c'est un cadeau de malade que vous vous faites en vous accordant ces 10 jours. C'est unique comme expérience. Franchement, le fait de prendre du temps pour soi, de tout couper, de se retrouver face à soi-même, à prendre soin de sa santé mentale, de comment on se sent face à soi-même, etc. C'est juste incroyable. Je ne peux que recommander en fait de tenter l'aventure. Donc si ça vous appelle, n'hésitez pas. Et puis voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci d'avoir écouté. Merci à tous ceux qui m'ont posé des questions et envoyé des messages pour me dire que ça les intéressait. Et puis je vous retrouve très vite pour un prochain Open Space sur un autre sujet. Ciao!